Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. La vidéo d'hier était un poil plus courte, mais aujourd'hui, au contraire, le programme est extrêmement chargé entre le Covid dans les écoles, un vaccin qui est en passe d'être trouvé, la grippe aviaire de retour ou encore un arrêt des combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a de quoi faire. Au passage, je tourne cette vidéo depuis Central Park à New York avant notre retour dans quelques heures à Paris. Pour votre information, il y a 3 reportages qu'on a tournés ici et qui ne sont pas encore sortis. Il y a un premier reportage sur la présidentielle qui sortira ce dimanche. Il y en a un sur la ville surnommée le Disneyland des vieux. Oui, vous allez voir ça dans les prochains jours. Et puis il y en a un dernier sur le sujet très complexe du port d'armes aux États-Unis. Ils sortiront du coup dans les prochaines semaines sur la chaîne. En tout cas, un immense merci pour votre confiance ces derniers jours. Et évidemment, on va continuer à vous informer et à vous proposer des nouvelles choses dans les prochains mois. Allez, on commence avec un premier sujet en France. Je voulais faire un point rapidement sur le risque d'une épidémie de grippe aviaire. En fait, plus de 46 départements français ont été placés en risque élevé de cas de grippe aviaire. Alors je vous rassure, le risque principal de la grippe aviaire, c'est pour la volaille car il peut causer leur mort. Alors même si on ne peut pas écarter la possibilité qu'une variante du virus puisse toucher l'homme par la suite, aujourd'hui la consommation de viande, d'œufs, etc. ne présente absolument aucun risque. En gros, le virus appelé influenza aviaire circule activement dans certains pays d'Europe depuis que des foyers sont apparus cet été en Russie et au Kazakhstan. En effet, il y a eu des cas dans des élevages de poulets aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Le problème, c'est que ce virus touche les oiseaux sauvages migrateurs, c'est-à-dire les oiseaux qui voyagent entre différentes zones selon les saisons et donc entre des pays du monde entier. Du coup, pour éviter tout contact entre les oiseaux d'élevage et les oiseaux sauvages en France, plusieurs mesures ont été mises en place. Les volailles doivent rester confinées à l'intérieur ou du moins être dans des enclos avec des filets tout autour. Bref, pour l'instant, absolument pas de raison de paniquer, mais ça me semblait important de vous en parler. Les poulets sont confinés comme nous. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau dans les jours à venir. On va partir dans quelques instants à l'étranger et parler notamment de ces avancées en matière de vaccins. Mais d'abord, on continue avec un second sujet en France. Je voulais vous parler de la grève des professeurs qui a eu lieu aujourd'hui partout en France dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils étaient près de 10% d'enseignants à faire grève aujourd'hui, mais alors pourquoi cette grève? En fait, ils évoquent des règles sanitaires dures à mettre en place, des salles de classe bondées ou encore des cantines pleines. Ce qu'ils réclament, c'est notamment la création de demi-groupes et la possibilité de passer une partie des cours à distance dans les collèges, comme c'est déjà possible depuis quelques jours dans les lycées. L'autre information qui concerne les établissements scolaires aujourd'hui, c'est le déploiement d'1 million de tests antigéniques dans les écoles. Les tests antigéniques, on en a déjà parlé sur la chaîne, ce sont des tests rapides qui s'effectuent par prélèvement dans les narines, comme les tests PCR que l'on connaît, mais qui donnent des résultats en seulement 30 minutes contre quelques jours pour les tests classiques. On notera au passage que ces tests concernent exclusivement les enseignants et les personnes qui travaillent plus largement dans les établissements scolaires et donc les élèves aujourd'hui ne sont pas concernés. Alors face à cette grève des enseignants ou encore la multiplication des blocus dans certains lycées, notamment à Paris, on verra donc si jamais ces tests antigéniques suffisent ou si le gouvernement est appelé à prendre davantage de mesures dans les jours à venir. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec une avancée majeure dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Deux laboratoires ont annoncé que leur candidat vaccin était, je cite, efficace à 90% et qu'il n'avait à ce jour aucun effet secondaire néfaste connu pour la santé. Efficace à 90%, pour faire vraiment très simple, ça veut dire que le taux de contamination baisse de 90% chez le groupe de personnes ayant le vaccin par rapport à ceux qui n'ont pas le vaccin. En fait, les deux groupes qui travaillent ensemble, le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, se basent sur les premiers résultats d'un essai en phase 3, un essai qui est toujours en cours actuellement sur 40 000 personnes. Cette phase 3, en quelque sorte, c'est la dernière étape. Elle est là pour vérifier que la substance est efficace et sans danger pour les êtres humains en la testant à grande échelle. Il faut savoir que 90% d'efficacité pour un vaccin, c'est un très bon pourcentage car par exemple aux États-Unis, la FDA, donc l'autorité de santé américaine, exige un taux d'efficacité de minimum 50% pour valider un vaccin. D'ailleurs, pour vous donner une idée, le vaccin contre la grippe a un taux d'efficacité situé entre 40 et 60%. Alors attention, ce candidat vaccin est certes prometteur, mais il manque encore plusieurs données, comme par exemple si ceux qui ont eu la maladie malgré le vaccin ont eu une forme grave du Covid-19. Par ailleurs, ce chiffre de 90% reste à prendre avec des grosses pincettes, il pourrait potentiellement baisser dans les mois à venir. Je ne vous donne pas tous les détails, sinon ça prendrait des heures, mais je vous invite à faire des recherches et si jamais ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Bref, si les essais sont concluants, Pfizer et BioNTech ont déjà prévu de fournir jusqu'à 100 millions de doses dans le monde d'ici fin 2020 et environ 1,3 milliard de doses d'ici fin 2021, sachant
sachant que le gouvernement américain a déjà précommandé 100 millions de doses et l'Europe 300 millions. Par ailleurs, en France, seulement 54% des Français envisagent de se faire vacciner contre le Covid selon un sondage Ipsos. C'est beaucoup moins que la plupart des pays du monde. Vous le voyez actuellement avec ce graphique. En tout cas, cette annonce a été saluée par l'actuel président américain Donald Trump, mais aussi par Joe Biden et par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut donc rester prudent pour l'instant et voir l'évolution des résultats dans les jours à venir. Évidemment, on vous tient au courant. Allez, on termine ce point à l'étranger avec un cessez-le-feu total entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après 6 semaines de combat dans le Haut-Karabakh. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais depuis le 27 septembre, les deux pays s'opposaient dans un conflit armé qui a déjà fait au moins 1300 morts selon des bilans très partiels. En gros, le territoire du Haut-Karabakh est revendiqué par l'Azerbaïdjan qui veut reprendre la main sur ce territoire alors que sa population, majoritairement arménienne, réclame son indépendance ou alors son rattachement à l'Arménie, ce que défend et soutient l'Arménie. Face à l'urgence de la situation, plusieurs puissances, dont la France mais surtout la Russie, ont tenté de mettre d'accord les deux pays et d'acter un cessez-le-feu. Mais le truc c'est qu'à 3 reprises, la trêve a échoué au bout de quelques heures et les bombardements avaient repris. Hier, un nouveau cessez-le-feu a été signé par les deux pays et cette fois-ci, il semblerait être total et définitif. Mais alors, pourquoi celui-ci fonctionnerait? En fait, cette fois-ci, le cessez-le-feu acte en quelque sorte la victoire militaire de l'Azerbaïdjan et donc la défaite de l'Arménie. D'ailleurs, même le Premier ministre arménien a reconnu que cette signature pour la fin des combats était incroyablement douloureuse pour le peuple arménien. Alors concrètement, pour le Haut-Karabakh, le territoire se retrouve affaibli et seul un couloir de quelques kilomètres de large le rattache désormais à l'Arménie. D'ailleurs, il est important de noter que cette fin des combats a été négociée dans l'ombre par la Russie qui était très concernée par cette guerre entre les deux pays. Avant-hier, l'Azerbaïdjan a reconnu avoir abattu par erreur un hélicoptère de l'armée russe au-dessus de l'Arménie, faisant 2 morts côté russe, une situation qui a potentiellement forcé Vladimir Poutine à accélérer les négociations pour la fin des combats. La Russie qui se trouve juste à côté de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et qui entretient d'ailleurs de très bonnes relations entre les deux pays, avait donc tout intérêt à ce que le conflit s'arrête. Bref, voilà pour ce point sur la situation. Je vous avais promis de vous tenir au courant et donc c'est chose faite. Évidemment, si le sujet vous intéresse, je vous mets des liens en description pour creuser les recherches et encore une fois, on en reparlera dans les semaines à venir. Allez, avant le débat, rapidement, on passe à la note positive et aujourd'hui, je voulais vous parler du port spatial européen qui se met aux énergies renouvelables. Un port spatial, en gros, c'est un endroit où sont regroupées toutes les installations qui permettent la préparation et le lancement des engins spatiaux. Et donc, en l'occurrence, le port spatial européen, il est situé en Guyane. L'objectif, c'est que 90% de l'énergie consommée par ce port spatial provienne d'énergie verte d'ici à 2025. Et pour ça, ils utiliseront 2 sources d'énergie, des panneaux solaires et du biogaz, qui est donc produit à partir de matières naturelles. Alors, même si ces énergies ont aussi leurs défauts, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, c'est toujours mieux que les énergies fossiles par exemple, et c'est donc une bonne nouvelle pour l'environnement. Bon, alors ça s'est transformé en shooting photo juste derrière moi, c'est pas grave. Le débat hier, c'était le suivant: Jean-Luc Mélenchon ferait-il un bon président de la République? Ce débat, il fait suite au fait que Jean-Luc Mélenchon hier a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Vous le voyez, c'est bien le nom qui est actuellement en tête de ce sondage, mais en même temps, le oui récolte 20% des voix, sans compter le plutôt oui, donc ça se rapproche pas mal de son score en 2017. Et au-delà de ça, beaucoup dans les commentaires ont jugé que c'était le programme qui était important plus que la personne. On aura l'occasion évidemment de reparler de ça dans les prochains mois à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. J'espère qu'il vous aura plu. De notre côté, du coup, retour en France à partir de demain pour la suite du format des actus du jour. Si jamais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas à activer les notifications. Vous le savez, rendez-vous aussi sur Instagram où chaque jour du lundi au dimanche, on poste un résumé quotidien de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute. Le nom du compte, là aussi, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.